faire au 1er janvier 2015, on payera moins de 10% de l'eau. Et on aura le chèque eau. Et ensuite, on abordera ce qui n'était pas possible avant 3 ans. Et on se situe effectivement dans la transition qui, dans les 7 ans qui viennent, nous amèneront sur ces conditions tout à fait objectives, tout à fait pondérées, tout à fait maîtrisées, pour aller vers ce qui probablement pourrait être la régie, effectivement. Et on a évoqué aussi un point qui me paraît important à signaler, c'est que ce n'est pas une délégation privée. Il faut faire du droit un peu ici. On est dans une délégation de service public, dans lequel les élus ont la main, totalement la main, avec la fixation du prix, avec le cahier des charges, qui va être sur le marbre, ce qui va être mis dans la consultation, où il n'y a pas qu'un seul qui peut venir. Il y a l'eau, il y a l'assainissement. Sur l'assainissement, il y a plusieurs contrats, tels que l'a évoqué Louis, à partir des années qui viennent, et il y a 3 propositions qui sont faites en matière d'assainissement. Ça veut dire tout simplement que l'affaire, elle est verrouillée positivement dans la finalisation la plus précise par rapport à l'équipe remarquable qui est ici. Je tiens à les saluer. Parce que je peux vous dire une chose, c'est que depuis un an, excusez-moi, mais ils en ont pris plein la tronche de la réalité, du dit, du non-dit, du subodoré et de l'attaque en dessous. Et le débat de ce soir, c'est qu'il inverse complètement ce qui s'est passé pendant un an. Là, nous sommes très en offensive, dans l'anticipation. Quand on dit l'information qui est donnée, ce n'est pas une décision, c'est une information sur la proposition qui va être faite par l'exécutif de l'agglomération de Montpellier à travers le débat du Conseil qui va s'exprimer en direction de la presse et de l'information du grand public. Et quand on dit unlimited, puisqu'on fait référence à unlimited, eh bien tout simplement, ça veut dire qu'aujourd'hui, les 400 ambassadeurs qui sont derrière et le comité de gouvernance qui a été mis en place, ils commencent à travailler sur le pôle numérique qui fera réponse à l'appel à projet que lance le gouvernement à la rentrée de septembre. Voilà ce à quoi sert l'anticipation. Et je crois que dans les temps qui viennent, il était important, effectivement, de ne pas retarder la décision, parce qu'on se met en situation de la maîtriser, de la calibrer, et de l'offrir au meilleur rapport de qualité et de prix en matière de service public. Celui qui vous parle, il est très attaché au service public. Il a été un fonctionnaire d'État. Il est un fonctionnaire territorial par rapport aux actions dont il s'est occupé sur le plan politique. Je ne saurais accepter qu'on transgresse la notion de service public. Celui-ci, les citoyens y tiennent trop. Et ce qui va compter, c'est que dans quelques semaines, au 1er janvier 2015, on verra que sur le prix de l'eau, il y a moins de 10%. Ça, c'est du sûr. Et ensuite, la qualité de ce qui est mené derrière va l'être également. Voilà la proposition qui est faite. J'excuse Louis pour un peu l'excès de passion. Je pense que tout le monde l'a compris. Mais ça fait partie, on est en live, on est en direct. On n'est pas en esquissé, en Twitter ou autre. On est en direct sur la salle du conseil d'agglomération. Alors maintenant, Monsieur Lévita, là, vous avez demandé un vote. Voilà. Alors, je vais proposer au Conseil, il faut qu'il y ait 20%, pardon, 20%, non, 20, oui, c'est 25% des présents. Hein. Alors, qui souhaite ou le débat normal, le vote normal, ou le débat, le vote public, avec une expression désintéressée, telle que le demande M. Lévita. Qui est pour le vote public avec l'expression nominative? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, attendez. Ceux qui ont procuration. Non, mais c'est les présents. Ce n'est pas les procurations qui comptent. Tu voteras 2 fois, mais. Alors, levez bien la main. Vous n'attraperez pas le temps d'init. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. On n'est pas les 25%, si je ne me trompe pas. Il y a 75 présents, ça fait 18. On est 16. Donc, on va devoir passer au vote normal. Et je le mets à main levée. C'est 25% des présents. Alors, par rapport à la proposition qui est faite, qui est contre la proposition qu'a présentée Louis Pouget, vice-président? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. C'est bon? Vous pouvez baisser les bras. Qui s'abstient? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, la délibération est approuvée. Pardon?
Ouais, mais c'est bien 3 heures. Alors, on continue maintenant sur la délibération numéro 21. Là, on passe au choix du mode de gestion pour le traitement des eaux usées pour la station Maïra. Vas-y, vas-y. Ça passe pas. Allez-y. Les micros ne marchent pas là. S'il vous plaît. Moi, ne marche pas, ça y est. Bon, en assainissement, alors là, ce sera plus bref. En assainissement, nous avons la maîtrise... Attends. Le conseil n'est pas terminé, on est à l'affaire 21, il y en a 128, donc j'aimerais que chaque question soit traitée dans le calme. Louis, tu as la parole. En assainissement, nous avons la maîtrise des opérations depuis 2001 sur la totalité des communes de l'agglo. Le schéma directeur a été adopté à l'unanimité et représente un investissement de 375 millions d'euros, valeur 2004. Il permet d'obtenir le bon résultat du milieu pour 2015, comme le préconise la directive cadre européenne. À ce jour, il est réalisé à 96%. Nous terminons l'extension de Cournanterral et engageons la construction de la station Saint-Géniès-Sussargues. La prochaine étape concerne principalement Maïra, dont la technicité est poussée. Son fonctionnement ne tolère pas la moindre défaillance par rapport aux conséquences sur le milieu naturel. L'entière responsabilité en est assumée par l'exploitant qui en a la charge. Nous envisageons l'amélioration de l'existant et le passage à une tranche supérieure par un marché de conception, réalisation et exploitation qui sera garant pour l'agglomération des résultats exigés. Dans l'intervalle, nous proposons que soit confiée l'exploitation à un délégataire pour une durée maximum de 7 ans. Alors, est-ce qu'il y a des expressions sur ce dossier? On est dans le même débat. Hein? Alors, allez-y. Allez-y. Oui, disons que le débat de fond recoupe tout à fait celui du service d'eau potable. Je vais faire simplement 2 remarques très brèves. Premièrement, je ferai le même constat quant au coût des scénarios. La régie publique est moins chère dans tous les cas. De quel ordre? De 3,5% dans le comparatif, fait, disons, par SP2000, de 8,4% si on se base sur le coût d'exploitation actuel du fermier, ce qui n'est pas rien. Deuxième remarque, il y a, disons, le même parti pris du choix discutable de 4 critères d'évaluation et de la relégation de la régie pénalisée par les critères risques et modalités de mise en œuvre. Si on prend, il y a un risque, disons, qui est assez intéressant, c'est le risque des impayés. On peut en mesurer l'importance à l'aune des budgets annexes. 21 957 € de titres de recettes irrécouvrables pour l'assainissement et 1 416 € pour le potable. C'est proprement dérisoire, on aurait pu se passer d'évoquer ce risque. Merci, Monsieur Passé. Parle. Le vote du groupe de communistes sur la 20, sur la 21 et la 22 est le même que celui sur la 20. Nous voterons contre, Monsieur le Président. D'accord. C'est la même logique. Pas d'autres demandes d'observation Alors, je mets le rapport au voix, le rapport numéro 21. Qui est contre? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Qui s'abstient? 1, 2, 2. Le reste est pour. Dossier numéro 22. C'est le choix du mode de gestion pour la collecte et le traitement des eaux usées sur les communes des secteurs Est et Ouest. Gros, ça y est. Alors, nous avons parlé... Et c'est pas possible. Nous avons parlé de la station Maïra, et là, c'est vraiment un outil vraiment spécial. Ce qui est prévu maintenant, c'est de faire une DSP concernant les secteurs Est et Ouest, qui comprennent d'une part les réseaux et les stations avec le rejet dans le milieu naturel. Ce sont des stations qui sont complètement autonomes par rapport au dispositif de Maïra.
Est-ce qu'il y a des remarques? Je mets le rapport aux voix. Pas d'opposition. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pas d'opposition? 8. 8 oppositions. Abstention. 1, 2, 3. On passe au dossier 23. Alors, l'opération suivante, ça concerne tous les réseaux et les installations qui sont reliés à Maera. Ça va permettre de mieux cerner et de maîtriser les effluents qui entrent dans la station, de manière à avoir tous les éléments techniques pour améliorer le rendement. Pour les mêmes raisons que l'eau potable, nous vous proposons ces 3 DSP pour une durée de 7 ans, et comme pour l'eau, il y aura une disposition concernant la diminution de 10% en janvier 2015. Je mets le rapport aux voix. Qui est contre? 1, 2, 2 contre. Qui s'abstient? 1, 2, 3. 4. Ou 4. Hein? D'accord, 4 abstentions. On passe au dossier 24. C'est la commune de Grabel, un avenant numéro 2 au contrat d'affermage. Alors, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, étant donné que ce contrat se termine fin octobre, on vous propose de, disons, de le prolonger pour 1 an comme le prévoit la loi. Je mets aux voix la proposition du rapporteur. Qui est contre? Ah pardon, je peux dire un mot sur Grabel quand même. Oui, non, mais il n'y a pas de problème. Donc, même 2 mots. Donc nous sommes tombés d'accord pour proposer ce report d'1 an, vu que, là je réponds par là même à mon ami Pastor, moi je t'appelle pas monsieur, je t'appellerai camarade. Tu as raison, surtout pas. Voilà, donc que le contrat s'arrête le 1er novembre cette année, ce qui justifiait que notre commune organise un débat dessus, vu que le contrat s'arrête le 1er novembre. Mais il n'y a pas que Grabel. Voilà. Donc ce débat a eu lieu, et le report pour 1 an du contrat est acté et sera acté ce soir, ce qui nous permettra, après les élections municipales, de poser le problème du retour en régie. Ah, mais elle n'a pas fini alors. Ça baigne, ça baigne. Il y a toujours des problèmes de bassin versant. Alors, je le mets au vote. Pas d'opposition, pas d'abstention, adopté à l'unanimité. Merci, Laglo. Dossier numéro 26. Alors là, sur un partenariat de recherche pour le transfert d'un outil permettant d'évaluer les performances environnementales. Il manque le 25, là, Ah, je suis allé trop vite. le CITIV. Liquidation du CITIV. Bon, comme vous le savez, le CITIV, qui est un syndicat qui s'occupait d'eau brute, est dissous, et nous avons fait la répartition entre l'agglomération et le syndicat Garrigue Campagne, avec lequel nous sommes en relation. Je mets ce rapport et cette proposition aux voix. Pas d'opposition, pas d'abstention, adopté à l'unanimité. 26, c'est le partenariat de recherche que j'évoquais par anticipation. Voilà, c'est une convention pour une durée de 2 ans avec un institut de recherche en sciences et technologies pour avoir des analyses fines sur ce qui concerne l'environnement, l'agriculture. On vous demande l'autorisation de signature. Attendez une seconde. Je mets le rapport aux voix. Pas d'opposition, pas d'abstention, adopté à l'unanimité. On passe à la culture. Après ce grand débat sur l'eau et l'assainissement, c'est Thierry Bresse qui nous présente le dossier 27, c'est le musée de l'histoire de la France en Algérie. Oui, Monsieur le Président, chers collègues, oui. Il s'agit d'approuver le choix de la commission d'appel d'offres du 9 juillet 2013. Le premier appel d'offres concerne les travaux de construction du musée de l'histoire de la France en Algérie, constitué des 5 lots attribués aux entreprises indiqués sur la délibération. Je ne les précise pas. Ensuite, il y a un deuxième appel d'offres qui concerne les travaux de muséographie et de scénographie de ce même musée, constitué de 6 lots attribués aux entreprises indiquées sur la délibération. Les travaux, je rappelle, vont redémarrer en octobre 2013 et devraient être livrés en juin 2015. Je mets le rapport aux voix. Oui, Max. Une question. Tout à l'heure, vous avez parlé que le comité scientifique était prêt. Vous pouvez nous en dire 2 mots, je vous prie? Oui, on a 2 personnes importantes en termes d'historiennes, Nora et... Stora, pardon, et Frérot. Non, c'est pas, ça finit en gros. Non, mais on a un comité syndic qui est vraiment au top.
On les a réussi encore, on les a réunis il y a à peu près un mois. On avance très bien par rapport à ce musée. J'ai le nom au bout de la langue, le deuxième. Non, mais Stora, ça me va. Ouais, je m'en doute. Bon, je mets le rapport au bois. On a fait voter? Qu'est-ce que tu me dis? Oui, mais je l'ai fait voter le rapport? Bon, alors, je le mets au bois. Pas d'opposition, pas d'abstention, adopté à l'unanimité. Attendez, tout le monde parle, hein, vous s'entendez tout. Du calme. Dossier 29. C'est le marché, toujours le musée de l'histoire de la Francherie, c'est le marché de travaux de construction qui concerne le lot 5A. Donc, c'est ce que je viens d'évoquer avec le complément du comité scientifique, le programme qui a été établi. Donc, la décision de la CO relative au marché de la métallerie est reportée compte tenu du dépassement de 52%. Et donc, le marché est attribué à l'entreprise Poujol pour un montant de 110 162 € hors taxe. Je mets le rapport au voix, pas d'opposition, pas d'abstention, adopté à l'unanimité. On passe ensuite, ah mais c'est toujours moi qui le fais ça, transport, gestion des temps sur le site. Voilà. Bon, là, ça concerne le projet et les parcours qu'on va mettre en place, qu'on propose donc à partir de la rentrée de septembre, plutôt de 2013, pour les 10 communes de l'agglomération qui ont décidé de partir de cette rentrée scolaire et qui permettra également d'enclencher le processus plus favorablement, j'imagine, avec les communes qui passeront en 2014. Donc on est sur différents parcours qui concernent tout le volet culturel, le fait également que des agents et des équipements d'algo rentreront dans le dispositif et que par ailleurs, pour les communes qui, le mercredi après-midi, avaient des problèmes également de transport d'enfants, ça concernait les secteurs de Est, également le secteur de Saussan, on mettra en place un service de transport calqué sur les transports scolaires. Donc il y en a pour 100 000 € d'intervention de l'agglomération de Montpellier. Je pense qu'on est parti sur un bon projet, largement maîtrisé et partagé par tous les élus qui ont participé aux commissions. Et je vous propose donc d'entériner cette proposition qui a déjà été transmise en information au ministère de l'Éducation nationale. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Ensuite, on passe au dossier numéro 30. C'est un avenant à la convention constitutive d'un groupement de commandes pour la médiathèque centrale Émile Zola. Oui, vous entendez? Pour le micro. Oui, Bibliosésame, c'est un réseau national de bibliothèques. Jean-Robert Henry. Bibliosésame est un réseau national de bibliothèques publiques qui répondent ensemble aux questions particulières par courrier électronique. Ce service est réalisé sur le territoire scientifique de la Bibliothèque publique d'information. Il est gratuit et ouvert à tous. Compte tenu du nombre de communes qui adhèrent à ce groupement d'achat, on propose donc de réduire le coût d'abonnement de 1 000 € hors taxe auparavant à 620 € hors taxe en 2013. Je mets le rapport au voix, pas d'opposition, pas d'abstention, adopté. Dossier 31, c'est l'adhésion à l'association Languedoc-Roussillon-Livre. Il y en a pour 50 €. C'est une somme qui peut perturber le conseil d'agglomération. Pas d'opposition, pas d'abstention, adopté à l'unanimité. 33, Planétarium Galilée, boutique, convention type de dépôt-vente. Oui, il s'agit d'approuver, donc, de proposer de faciliter le dépôt-vente sur ce planétarium et de proposer des références sans avoir à stocker et à risquer des invendus. C'est la raison pour laquelle on vous demande d'approuver le terme de la convention de dépôt-vente type et aussi d'approuver les tarifs de la boutique Planétarium Galilée avec certaines modifications de tarifs qui prennent en compte les nouvelles références et qui ajustent les prix de vente. Je vous propose de suivre le rapporteur sur ce dossier également. Pas d'opposition, pas d'abstention, adopté. Dossier 33. Il s'agit d'approuver l'avenant numéro 1 au contrat de cession de droit d'auteur de M. Thomas Debitus, qui est réalisateur du spectacle Planétarium de la Petite Planète. C'est un spectacle qui est diffusé dans de nombreuses agglomérations en France. Donc un avenant qui puisse toucher ses droits d'auteur. Je mets le rapport aux voix. Pas d'opposition, pas d'abstention, adopté. 34, nous sommes au musée Fabre. C'est une convention de partenariat avec l'école du livre. Oui, ces cours de l'école du Louvre au musée Fabre connaissent un franc succès auprès du public. Par exemple, pour 2012-2013, on a eu 16 conférences et près de 4500 personnes qui ont assisté à ces conférences. On propose, pour que ces cycles de cours d'école puissent devenir pérennes, de signer une convention avec l'école du Louvre et on mettra à disposition de cette école du Louvre l'auditorium du musée Fabre ainsi qu'un technicien. À nous, la prise en charge de l'édition, la diffusion des programmes, les frais d'hébergement et au musée du Louvre,
la prise en charge de la conception et le contrôle du contenu scientifique de ces conférences. Ça fait partie des partenariats réguliers que nous avons avec l'école du Louvre. Je mets le rapport aux voix, pas d'opposition, pas d'abstention, adopté à l'unanimité là aussi. On est toujours au musée Fabre, c'est la convention de partenariat avec l'Université de Montpellier. Oui, effectivement. Oui, depuis 2010, le musée Fabre collabore avec les étudiants et enseignants du master ingénierie cosmétique arômes et parfums, qui est une filière chimie de l'Université Montpellier 2 des sciences et des techniques. Il propose des parcours olfactifs et on souhaite conserver et pérenniser ces travaux. Ces parfums sont représentés dans des mallettes pédagogiques qui seront utilisées par les directrices du musée et seront destinés au grand public. La convention donc, est conclue pour 2013-2014 et renouvelable 2 fois. Il y en a pour 3 000 €. Je mets le rapport aux voix, pas d'opposition, pas d'abstention, adopté. On passe à l'aquarium. Alors là, on va rentrer dans une série de dossiers qui sont les comités, les comptes rendus annuels d'activité, les CRAC. Je vous demanderai de ne pas rentrer dans le détail des virgules, des points à la ligne. Allez-y à l'essentiel, on connaît les dossiers. Alors, l'aquarium Mare Nostrum, mandat CERM, études et réalisations. On propose au Conseil de bien vouloir approuver le compte-rendu de l'opération présentée par la CERM, d'approuver aussi le montant des dépenses au 31 décembre 2012, ainsi que le nouveau montant prévisionnel de l'opération qui s'élève à 41 394 000 € TTC. Max, pardon. Non, mais je ne peux pas prendre part au vote. Le Comment ça, je peux pas prendre part au vote. Non, ça ne m'a pas été signalé. Non, mais c'est très bien. Ouais. Non, mais je croyais que tu voulais dire. Bon, je mets le rapport aux voix, pas d'opposition, pas d'abstention, adopté. Toujours la culture, c'est le site archéologique Latara. C'est une demande de subvention pour assistance à maîtrise d'ouvrage. C'est Josiane Claverie. Elle n'est pas là. Donc, suite à la réunion dédiée avec la DRAC, il y a une demande de subvention qui doit être formalisée pour une participation de l'État au financement de l'étude de programmation pour la rénovation, extension du site archéologique Latara, dont on a déjà parlé. Donc je mets ce rapport aux voix également, pas d'opposition, pas d'abstention, adopté. Toujours Latara, c'est le dossier 38, c'est une convention de jumelage avec le lycée Joliot-Curie de Sète, qui permettra d'accueillir, dans les conditions innovantes et adaptées, un public peu habitué à fréquenter l'établissement et qui aumentera ainsi son rayonnement culturel, tant auprès des lycéens que des enseignants. C'est une convention d'1 an, renouvelable 2 fois par tacite reconduction pour une durée maximale de 3 ans. Je mets cette proposition aux voix. A priori, elle vous satisfait à l'unanimité. On passe à l'affaire suivante. 39. Alors là, on rentre dans... Il n'est pas là? Monsieur Morales, s'il vous plaît. Alors, faites rentrer Monsieur Morales. Les élus qui sont dehors, venez un peu là. C'est bon, il y a la clim et tout. Alors Christophe, il y a une série de rapports sur Morales, on a convenu qu'on allait un peu vite. Hein. Donc on peut accélérer. Dossier numéro 39, c'est l'approbation. Alors, le bilan de la concertation de l'opération d'aménagement d'ensemble. 11, nature urbaine. Alors, comme vous avez un rapport qui est très détaillé, très fourni, qui a été joint au dossier délibération, je vous propose de donner un avis favorable à cette concertation, d'arrêter le bilan de la concertation et de dire que le périmètre de l'opération d'aménagement d'ensemble est arrêté et on va pouvoir passer à des dossiers un peu plus opérationnels sur ce périmètre-là. Si vous en êtes d'accord, je vous propose de faire un tir groupé sur tous les dossiers de OZ et les actes qui vont avec. Il y a les concertations, les bilans et la création des actes. Pas d'opposition à la proposition qui est faite? Alors on y va. Oui. Allez. Allez-y. C'est un projet gigantesque qui suppose l'arrivée de quelques 100 000 habitants, qui exige des investissements publics importants. La crainte que l'on peut avoir, c'est que cela impacte fortement d'autres investissements, d'autres propositions et l'équilibre du développement du territoire de l'agglomération. Par ailleurs, deuxième remarque, le projet de gare TGV autour duquel s'ordonne OZ est l'objet de critiques fortes d'associations d'usagers des transports et d'inquiétudes qu'on a entendues de nos concitoyens. On est loin à ce jour d'une saturation de la gare actuelle.
d'autant que les nouvelles voies à grande vitesse sont pour l'instant reportées à 2030, sauf s'il y a du nouveau dans les quelques années qui viennent. Cette nouvelle gare TGV à l'extérieur de la ville fera gagner quelques minutes sur le trajet, mais perdre 3/4 d'heure en tram entre la gare Saint-Roch et la nouvelle gare. Et ces inquiétudes sont remontées au niveau de nos concitoyens. Il n'est par ailleurs pas prévu de liaison TER entre les deux gares. Troisième remarque, que devient, et c'est une question aussi, que devient l'objectif de la ceinture verte alors que ce projet consomme des centaines d'hectares de bonnes terres agricoles? Il y a, disons, un ensemble de ZAC, de pôles d'affaires, en sus du doublement de l'A9 et du tracé ferroviaire au sud de la ville-centre. Et cet objectif risque d'être fortement impacté, et nous tenons, pour notre part, beaucoup à cette ceinture verte au niveau de l'agglomération. Alors, je vais laisser répondre Christophe Morales à vos deux questions. Rapidement, le financement, il rentre dans le cadre du plan pluriannuel d'investissement. Et deuxièmement, la seule réponse que je vous ferai, c'est la gare, le secteur 11 nature urbaine, c'est 350 hectares, dont 200 dédiés à la nature et aux espaces naturels. Christophe. Le dernier dossier que je présenterai va répondre en partie à votre question sur la trame verte et bleue, puisqu'elle fait l'objet justement du débat. Et dans les premières analyses, les 200 hectares qui actuellement sont complètement morcellisés, sont complètement privatisés, vont être rendus au public avec des véritables continuités vertes, des véritables traversées d'infrastructures. Donc là, au contraire, on va améliorer le bilan. Sur la gare elle-même, l'objet de cette concertation a été de mener conjointement, pour avoir une vision effectivement globale de tous ces projets-là, une concertation globale. L'extension de la ligne 1 de tramway, donc il y a effectivement une liaison rapide tramway entre la gare Saint-Roch et la gare Montpellier-Sud-Méditerranée. Donc là, il y a cette liaison-là. Le deuxième point, on a mené conjointement une concertation avec RFF sur la nouvelle gare Sud de France, et RFF a maintenu, au contraire, a dit qu'elle était nécessaire. Et troisièmement, on répond aux objectifs du PDU de faire en sorte que le cadencement TER soit possible, au moins sur le cœur de la métropole, entre la partie nîmoise, puisqu'il y a le contournement de Montpellier, qui n'est pas remis en cause. La gare trouve toute son utilité parce que ce contournement nous permet de libérer des fuseaux importants pour les TER, avec les aménagements de la gare Saint-Roch qui sera favorable à ces TER. Donc on est tout à fait dans la même philosophie. Et puis cette grande opération d'aménagement, elle se déroule sur une cinquantaine d'années, et puis bien sûr elle va se décliner, comme on va le voir, par des secteurs opérationnels qui, chacun d'entre eux, seront équilibrés. Michel Passé, ensuite l'Antérique. Oui, monsieur le Président, c'est cette question de gare. Je crois que là, je me suis exprimé sur mon profond regret du retard sur la ligne à grande vitesse, ce qui fait qu'on est la seule région au monde où une ligne à grande vitesse est interrompue à l'entrée et reprend à la sortie. Mais je crois que dans la perspective, et j'espère la plus rapide que cette ligne verra le jour, il serait totalement aberrant de faire une ligne à grande vitesse et de ne pas mettre une gare dans la capitale régionale. Je sais qu'il y en a qui, à Pau, avaient inventé les avions qui ne se posaient pas. Nous, on invente les trains qui ne s'arrêtent pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que refuser la gare, c'est refuser pendant un siècle la possibilité de développer le fret dans notre région et au niveau européen. Or, fait conséquent, ce sont des aménagements qu'on ne fait pas pour 6 mois. Or, on sait très bien que dans la structure d'aménagement actuelle, le développement du fret est impossible. La gare actuelle, où passent entre 198 et 200 trains, a des possibilités simplement pour aller jusqu'à 212. Dernier point que je dis, j'aime mieux que les trains, notamment de fret, puisque la voie qui est prévue pour les deux trafics, ce qui est très important, passe sur cette nouvelle voie plutôt que de passer au niveau du polygone à Montpellier. Et je crois que la responsabilité, si on ne se battait pas pour tout faire pour cette gare et pour la ligne TGV, ce serait pénaliser notre région. À ce moment-là, Monsieur le Président, on aura le débat sur la métropole. Ce n'est pas la peine de faire une métropole. On peut faire une croix sur l'ambition de l'agglomération par rapport à son développement futur. Nous sommes d'accord, Monsieur Passé. Des deux mains et des deux pieds.
Même combat. Monsieur Lantéric, pour ou contre, vous, la gare? Pas tout à fait d'accord, oui, mais je l'ai déjà exprimé dans cette Assemblée, avec quelques réserves, c'est vrai, qui paraissent un peu à côté de la plaque, mais j'ai pas peur de le dire. Je crois que... Faites court, quand même. Mais ça va être très court. Faites court. Mais quand même, quand j'ai lu les rapports, quand j'ai lu les documents de grand format sur l'opération OZ et l'opération OD, c'est bien ça les titres donnés à ces deux opérations, j'ai été surpris de la présentation de ces deux dossiers qui sont extrêmement alléchantes, mais c'est ça qui m'inquiète beaucoup, parce qu'on parle... Mais non, mais attendez, c'est tellement... On parle... Je vous sens frileux par rapport à tout ce qui peut être intéressant. Non, mais c'est pas... Mais non, le problème, il n'est pas d'être frileux. Le problème, il est que quand on veut faire quelque chose et qu'on veut concentrer quelque part une urbanisation qui est nécessité d'urbaniser, de faire du réinvestissement urbain pour ne pas s'étaler, oui, bien entendu, il faut, on a besoin de ça. L'arrivée de la ligne grande vitesse, on la veut, on en a besoin. Ce n'est pas ça qui est énoncé aujourd'hui. Ce n'est pas la position des écolos. La position des écolos aujourd'hui, c'est de dire on prévoit des grands projets d'urbanisation, mais pour les faire passer, on dit mais on sera dans le développement durable, il y aura des espaces verts, les gens vont se régaler, ça va être merveilleux. Franchement, entre guillemets, je vais employer un terme et je ne veux pas que ça vous fasse... On fait bander la population, mais est-ce que réellement... Non, la question, j'emploie ce terme exprès. La question est, est-ce que tous ces termes... au PV ou est-ce que tous ces termes qui sont employés, justement, qui disent on fera de l'environnement, on en parle tellement, on dit tellement qu'on fera ça, on se pose la question si véritablement ces choses seront faites. Parce que on a déjà beaucoup d'opérations où les gens nous ont dit, là, demain, ça c'est un écoquartier. On le construit, les gens vont dans l'écoquartier, et qu'est-ce qu'ils trouvent? Ils trouvent exactement le même quartier qu'ils ont trouvé il y a quelques années à tel endroit, il n'y a rien qui a changé. Non mais attendez, le vocabulaire a changé, les règles ont changé, mais franchement, on n'a pas fait beaucoup évoluer les choses au niveau de la vie des gens qui se trouveraient dans ces endroits. Alors, voilà. Oui, mais d'accord. On est beau, on est les meilleurs. Non, on n'est pas beau, on est les meilleurs. Mais bien sûr, ça va être formidable. On n'a plus qu'à suivre et à dire oui, voilà. Moi, j'ai mis quelques réserves. Excusez-moi, c'est un peu normal. Vous avez le droit de mettre des réserves. Rapidement, très rapidement, des experts environnementaux, des experts du ministère de l'écologie, je vous l'ai déjà dit, se sont penchés sur ces dossiers-là. On est sur des actions candidates très innovantes, on a des expertises, on a des financements pour. Donc si vous refusez l'innovation, si vous refusez l'expérimentation pour justement aller vers des écoquartiers avec des éco-référentiels, avec des éco-compatibilités, alors là, c'est à désespérer de tout avancement et de toute compréhension, même des écologistes que nous sommes tous les deux. Ne désespérez pas, je vais vous mettre le rapport au bois. Est-ce qu'il y a des oppositions? Pas d'opposition. Vous voyez, tout le monde est unanime. C'est formidable, ça. Il n'y a pas d'abstention? Non. Ah, si. Grabel, vous abstenez souvent, Grabel. OK. Une abstention et le dossier est adopté. Alors, on va faire maintenant le dossier 40. Alors, là, on est sur la ZAC 11 numéro 1. Alors, on a une opération d'aménagement d'ensemble. Et maintenant, on va passer sur des phases un peu plus opérationnelles en créant des ZAC. Donc la première s'appelle OZ 1, 60 hectares, et la concertation préalable qu'on vous propose de lancer avec la mise à disposition de l'étude d'impact, en demandant au préfet de procéder à cette mise à disposition. Je vous propose de suivre le rapporteur, pas d'opposition, pas d'abstention, adopté à l'unanimité. Dossier 41, c'est la ZAC OD, acte 1. Alors, bilan de la concertation. Bilan de la concertation sur OD, acte 1, c'est-à-dire la ZAC de l'Écopole. Donc là aussi, on a des avis favorables. On attend l'avis de la Chambre d'agriculture qui doit... la Chambre des métiers, qui doit arriver. On a eu les avis de toutes les autres personnalités. Je mets le rapport au voix. Pas d'opposition, pas d'abstention, adopté. Dossier 42. Alors, dossier 42, c'est OD, acte 1. Là, il s'agit de l'enquête préalable pour pouvoir mettre en compatibilité le PLU de Pérols. Donc, ça a été vu en commission avec les élus de Pérols. Il n'y a aucun problème pour partir sur une DUP suite à cette compatibilité. Alors, si Pérols est d'accord, il vous propose de le suivre et je le fais voter à l'unanimité a priori. Il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas d'abstention, c'est d'accord. 44, nous sommes
Maintenant, on est à Aude, acte 2. On a vu l'acte 1 avec l'écopole. L'acte 2, c'est, je prendrai juste un petit temps parce qu'il s'agit d'une centaine d'hectares autour de grands pôles, les grands pôles structurés autour des stations de tramway qu'on a déjà proposées. Donc il s'agit de lancer la mise à disposition du public de l'étude d'impact en vue de la création. Donc on en rediscutera bien sûr encore plusieurs fois avant qu'elle ne soit créée, cette ZAC. Alors, on suit ce que propose M. Morales. Pas d'opposition, pas d'abstention. Adopté. 44. On est sur Latte, Pérol, l'Écocité, toujours Aude, c'est la concession d'aménagement. Alors c'est le track annuel. C'est le bilan, donc le track annuel est équilibré, bien sûr, avec des dépenses de 6,7 millions d'acquisition foncière, des recettes de 2 millions de subventions de l'agglomération et une mobilisation d'un emprunt Gaïa de 10 millions en 2 temps. Pour tenir compte de l'avancée du dossier. Je le mets aux voix, pas d'opposition, pas d'abstention, adopté. 45, on va à Bayargues. Alors on va à Bayargues, on va vous demander d'autoriser le dépôt, d'abord d'approuver le dossier d'autorisation de loi sur l'eau et d'approuver bien sûr le lancement de la procédure pour débloquer le plan, le pôle d'échange multimodial sur le site stratégique du Colomiers. On doit régler un problème hydraulique en mettant en place une allée fluviale et en mettant en place un rôle épurateur pour le traitement de l'eau des roselières de ce système-là. Alors, vive les roselières. Pas d'opposition, pas d'abstention, adopté. On est toujours à Bayargues, c'est les principes de financement des études et travaux relatifs à la création d'un parc multiglisse. Alors après la phytorémédiation, il faut aussi travailler sur les capacités de stockage de l'eau. Donc ce parc y contribue parce qu'il va permettre aussi de jouer sur la maîtrise du risque pluvial et bien sûr de lancer un grand parc multiglisse qui est une structure qui n'existe pas du tout dans notre département. Donc il s'agit de participer au financement par un concours financier de ce parc. Voilà, une opération intéressante pour l'avenir sur le secteur est de l'agglomération de Montpellier. Je le mets aux voix, pas d'opposition, pas d'abstention, adopté à l'unanimité. On passe au dossier 47, on est à Castelnau, c'est la modification simplifiée du PLU. Alors là, il s'agit simplement d'émettre un avis favorable parce que la commune de Castelnau-le-Lez est d'accord. L'intérêt, c'est de mettre de la mixité dans une zone d'activité en positionnant des logements et en favorisant un espace naturel de 13 hectares avec un parc de 6 hectares qui sera traversé et desservi par la ligne 6 de tramway. Je vous propose un avis favorable pour Castelnau, pas d'opposition, pas d'abstention, adopté à l'unanimité. On est maintenant sur la révision du schéma de cohérence territoriale, les études. Alors il y a 2 dossiers sur la révision du SCOT. Un premier sur les études et assistance à maître d'ouvrage pour tout ce qui est urbanisme. Donc là, je vous propose de suivre le choix de la commission d'appel d'offres, c'est-à-dire des groupements pour trois choix. Actualiser, compléter, formaliser le SCOT, actualiser le projet urbain communautaire et bien sûr approfondir en matière commerciale le nouveau SCOT. Et là, c'est Bérénice qui a emporté le marché. Et pour la faire juste avant, il s'agit de l'étude environnementale. Donc c'est là où on va travailler avec un bureau d'études sur la trame verte et bleue. Mais j'insiste un tout petit peu sur l'étude naturaliste, l'expertise naturaliste qui sera menée aussi, qui permettra en amont et bien en amont de travailler sur des sites potentiels d'extension pour envisager et anticiper sur d'éventuels blocages dus à des outards de panetières, cannepennières, des libellules, etc. Donc prendre suffisamment en amont tous les investissements naturalistes pour faire en sorte que ces dossiers soient possibles par la suite en réalisation. Je mets les rapports 48 et 49 aux voix, pas d'opposition, pas d'abstention, adopté à l'unanimité. Merci Christophe. On rejoint la famille du développement durable avec Jean-Louis Messonnier, l'association Amorce. Le micro. Messonnier. Ça marche, voilà, ça va, merci. Oui, Monsieur le Président, chers collègues, là, il s'agit d'une extension avec l'association Amorce. Nous avions, avec l'association Amorce, un partenariat sur la compétence gestion des déchets. Je vous propose, là, maintenant, de faire une extension d'adhésion au pôle énergie, donc pour un montant de 1 380,96 €.
Je pense que le Conseil va être d'accord, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas d'abstention, c'est voté à l'unanimité. Dossier concernant l'atelier permanent d'initiation à l'environnement urbain. Tout à fait. Là, il s'agit d'une convention dans un cadre pluriannuel 2013-2015 avec l'atelier permanent, société Appieux. Donc là, les interventions Appieux se baseraient sur, d'une part, pour l'année donc 2013 sur l'agriculture urbaine et sur l'environnement sonore pour un montant de 10 000 € pour l'année 2013. 10 000 € pour l'Appieux, on est d'accord, à l'unanimité. Merci Monsieur Messonnier. On passe au transport. Monsieur Subra, tramway, 5e ligne, dossier important aussi, avis sur le rapport de la commission d'enquête et déclaration d'intérêt général de la réalisation de l'opération. Vous avez la parole. Oui, Monsieur le Président, chers collègues, effectivement c'est un dossier intéressant, important et qu'on attendait parce qu'il marque la fin d'une première étape. C'est la première étape, c'est l'enquête publique. Et on attendait avec intérêt le rapport de la commission d'enquête, qui a remis son rapport au préfet le 28 juin. Et les conclusions de ce rapport sont un avis favorable assorti de 3 recommandations. Alors, il s'agit de recommandations, ce ne sont ni des réserves ni des remarques, c'est-à-dire à partir du moment avec les recommandations, l'agglomération, en tient compte ou en tient pas compte, c'est le problème, notre problème. Maintenant, alors je vous le donne, ces recommandations. La première, c'est qu'il nous recommande de commencer les travaux par le bouclage de la ligne 4, c'est-à-dire entre la place Albert Ier et puis les Sacs. Deuxièmement, il nous demande de regarder, sans remettre en cause ni l'objectif ni les dates finales, de regarder, de bien étaler nos dépenses. Et enfin, il nous signale qu'ultérieurement, il faudra penser à desservir dans des étapes ultérieures le quartier de la Gaillarde Supagro. Voilà. Alors, effectivement, pour en arriver là, et je crois qu'il est important de le souligner dans cette assemblée, il y a un certain nombre de choses que nous leur avons proposées, notamment au niveau de la passage dans la commune de Montpellier. Et là, je me plais à souligner, disons, la relation qu'il y a eu très forte, et même le maire, avec Serge Florence, parce qu'effectivement, il y avait des endroits qui étaient très compliqués, et Michael Delafosse, qui est en tant qu'urbaniste, effectivement, on a réussi à proposer au commissaire enquêteur un certain nombre de solutions qui ont fait qu'effectivement, un avis favorable. Alors, le premier passage, c'est effectivement rue de Bugarel, qui est une rue assez étroite, où là-dessus, on ne touche pas au parking des 2 grands immeubles qui sont d'une part les Hauts-d'Argency et le Turin. Voilà. Deuxièmement, on a trouvé une solution, compteur Mars, que ça dise, pour effectivement traverser le site de l'ancien site militaire de l'EAI sans le dénaturer, tout en maintenant les 2 stations qui permettront, disons, à l'ensemble des gens qui veulent aller se promener sur le parc de s'y rendre sans utiliser leur voiture. Comme vous l'avez souhaité, Monsieur le Président, mais depuis le début, mais après tout, pourquoi pas, ça a fait l'objet de grandes discussions. Il y a certains même qui les ont inventés alors qu'on l'avait déjà créé. Je ne donnerai pas de nom. On mettra une station supplémentaire, boulevard Clémenceau, au niveau du parc Clémenceau. Et également, il y avait un petit problème en bas de la station Albert Ier, en bas du boulevard Henri IV, notamment devant la librairie Soram Médical, où effectivement on a modifié légèrement le tracé. Plus un certain nombre d'autres demandes d'aménagement ponctuel le long de la ligne qui effectivement correspondent à ce parfait accord qu'il y a eu tout le long du parcours avec Serge Florence pour analyser les problèmes et trouver des solutions. Bon, alors, moi, ce que je crois qu'il faut regarder là-dessus, ce corridor entre, il le dit, le tronçon Lavérune-Clapier de la 5e ligne de tramway, permettant le bouclage de la ligne 4, vient compléter le réseau en reliant la commune de Lavérune à Clapier. La ligne 5 permettant le bouclage parfait, le maillage du réseau autour du centre historique. Ça me paraît essentiel. Cette 5e ligne permet de renforcer l'interconnexion des lignes avec de nombreux points d'échange parce qu'effectivement la ligne 5 traverse quand même toute l'université entre Montpellier 2 et Montpellier 3, l'école de médecine, et puis au-delà à travers ce qui sera installé, notamment dans l'ensemble de l'AI, au niveau du conservatoire, du journalisme, etc., etc. On a étudié beaucoup de solutions. Pour en retenir celle-là, je vous rappelle que le principe de la solution que l'on retient, c'est toujours, à coût équivalent bien évidemment, de desservir
Il y en a qui s'en foutent. Écoutez le rapporteur, s'il vous plaît. J'entends des bavards. C'est comme la station Clémenceau. On l'avait dit depuis le début et tout le monde a parlé alors qu'elle était prévue, quoi. Alors écoutez. C'est au moins aussi passionnant que l'eau, quand même, le tramway. Bon, alors qu'est-ce que vous en étiez? Alors, c'est aussi passionnant que... Oui, c'est plus. Poursuivez. Oui, comment on choisit, d'accord. Donc effectivement, parce que ça c'est parfois difficile à admettre. Il y en a qui me disent pourquoi vous passez par telle la rue de Toulouse, par-ci, par-là. En fait, on a regardé toutes ces solutions. Et la solution retenue, en tenant compte bien sûr de l'existant et des projets en cours, c'est celle qui effectivement dessert le plus d'emplois et le plus d'habitations, de logements. Alors, je vous rappelle qu'à la suite de ça, à l'horizon 2020, 70% des habitants, 60% des emplois seront desservis, 81% des étudiants, et la ligne 5 à elle seule représente un potentiel desservi de 89 500 habitants et 51 600 emplois. Voilà, je crois que je pourrais insister un peu là-dessus. Je crois qu'il faut en arriver maintenant aux conclusions sur ce qu'il faut voter, notamment pour faire le prononcé de déclaration d'utilité publique et la mise en conformité des documents d'urbanisme. Il faut prendre acte des conclusions, approuver le projet modifié, déclarer l'intérêt général de ce projet entre notamment la Vérune et Clapier, et s'engager à la mise en œuvre des mesures et des modalités de suivi telles que figurent dans l'annexe, poursuivre les études d'avant-projet les études d'avant-projet et projets d'exécution nécessaires à la réalisation de cette opération et solliciter de Monsieur le préfet de Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, le prononcé de l'arrêté public important la mise en conformité des documents d'urbanisme des communes concernées et pour les biens situés dans les copropriétés, etc., etc. Ça sera, si nous avons fait, l'ouverture pour effectivement commencer les travaux avant la fin de l'année. Avant la fin de l'année, sur une ligne qui était difficile. Je crois qu'il faut que là, à ce stade-là, que je remercie tous ceux qui ont contribué, de TAM, de l'Aglo, des entreprises, parce que c'est pas parce que c'était quelque part la dernière dans le site de la ville de Montpellier que c'était la plus simple. Ce n'est pas vrai. Je crois qu'on a essayé de faire le boulot du mieux possible, les uns les autres, et encore tous ceux qui m'ont aidé, je les remercie. Merci, M. Subra, en tout cas, pour la menée à bien de ce dossier jusqu'à ce jour, et on va continuer. Est-ce qu'il y a des remarques sur les propositions qu'a pu faire M. Subra? M. Sorel. Oui, moi je voudrais simplement dire que je pense que, concernant le domaine de l'EAI, je pense que c'est le Central Park qui manque à la ville de Montpellier et qu'elle attend finalement. Et donc moi je dis, ne l'amputons pas. Ne l'amputons pas. Voilà. D'autres remarques? Je répondrai après, oui. Allez-y. Non mais écoute, ces observations qui ont été faites par les uns et les autres, d'abord elles sont tout à fait conformes à l'acte d'achat. Quand la ville de Montpellier a acheté la parc, la l'EAI, on ne parle pas de parc Montcalm, parce que le parc Montcalm, c'est une appellation, c'était un site complètement fermé, avec un parcours du combattant, et dans une première étape, par simplification, on avait prévu de circuler sur la voie qui était réservée aux chars d'assaut. Il fallait un petit peu la renforcer, mais quand même on avait prévu ce truc-là. Après, on a entendu tout ce qui a été dit les uns les autres. Et alors, dans je crois que la ville a fait son programme, Michael pourra en parler mieux que moi, où effectivement les 15 hectares qui étaient prévus dans l'acte VACT sont largement conservés, puisque je crois qu'on est à 16 et quelques, si j'ai bien suivi le tracé du jour. En ce qui concerne le tram, je vous rappellerai quand même qu'il ne prend pas des hectares pour passer. Un tram, ça a une certaine largeur. On a prévu également que la plateforme sera engazonnée, serait protégée par des buissons, et en plus, elle va longer la clôture nord-ouest du parc Montcalm, c'est-à-dire en aucun cas, elle ne va couper le parc en deux. Par rapport au projet initial, on s'est calé dans la partie haute, tout à fait contre la rue du Lavandais et de Fontcouverte.
Il passe en lisière, dans toutes les conditions. On aime les lisières, Monsieur le Président. C'est magnifique, les lisières. Il y en a qui font des bordures, d'autres qui sont en lisière. Voilà. Et le projet, bon, il a donné lieu l'autre jour au choix de l'équipe retenue, dans le cadre de la SAM. Je pense que c'est un beau projet que la ville a mis sur pied. Et il n'y a aucune raison que ça pose de difficultés majeures. Monsieur Delafosse. Monsieur le Président, merci pour vos mots sur ce projet, qui est effectivement très clair. Faut-il rappeler que ces 35 hectares n'étaient pas accessibles aux Montpelliérains. Ils le deviennent. Il y a actuellement un espace qui est un ancien terrain d'entraînement des élèves de l'école d'application d'infanterie qui est ouvert au public, 15 hectares. Et la décision, c'est de faire finalement 16 hectares parce qu'il y a une zone boisée remarquable. Et je voudrais remercier ici Robert Subra pour le travail fait, puisque le tramway desservira ce nouveau quartier, donc aidant à changer les comportements. Et puis je voudrais saluer la décision de l'agglomération d'implanter un équipement public majeur, on l'a voté la dernière fois, qui est le conservatoire de musique, qui sera le seul élément bâti dans le parc. Et puis, fait assez rare pour faire un parc, on va détruire toutes les maisons de l'avenue de Toulouse, que nous allons acheter à l'amiable, ainsi que dans le champ d'entraînement des militaires, il y a presque 3 hectares qui sont en béton, en tout cas qui ne captent pas l'eau et qui vont être rendus à la nature. Et donc il y a un projet cohérent qui s'est déployé. Le fait que eh bien, le tramway anticipe le développement des logements, mais surtout que le tramway desserve des grands espaces publics, je crois est une très bonne chose et une très bonne nouvelle. Et je terminerai par dire que ce quartier sera également à énergie positive. C'est un challenge et qui s'inscrira, je l'espère, pleinement dans la filière économique qu'on cherche à développer sur l'économie verte. Et les Montpelliérains auront bien leur Central Park. Et merci à l'agglomération de le structurer. Et Marlène Castres, adjointe au maire du quartier, dit merci pour le quartier. Donc je crois que c'est bien. En tout cas, merci à Robert Subra qui a fait un travail de conviction absolument remarquable. On ne va pas refaire la même erreur que la plage qui n'est pas accessible par le tramway à cause de quelques chicaillas politiques. On est au-dessus de ça. Bien. Je mets ce rapport au voie s'il n'y a pas d'autres demandes d'observation. Pas d'opposition, pas d'abstention. Adopté à l'unanimité. Opposition. Opposition ? Opposition. Ah, d'accord. M. Sorel est en opposition par rapport au numéro 7. D'accord. OK. Alors maintenant, on va passer au dossier 53, c'est l'extension de la ligne 1 à la gare TGV. Oui, je crois que Christophe Morales, subitement, c'est très fort, non? Christophe Morales en a parlé tout à l'heure, en ce qui concerne l'extension en direction de la gare, donc qui assurera la liaison entre la gare Saint-Roch et la gare Montpellier-Sud de France. La population qui s'est exprimée a considéré que le projet proposé était un projet utile et indispensable. La liaison entre les deux gares apparaît comme indispensable à la réussite du programme global. Le tracé ne fait pas débat. Le tracé préférentiel de l'extension ligne 1 depuis le terminus du centre commercial de Sion n'a pas remis en cause et au contraire a recueilli un avis très favorable. Alors ça, c'est un dossier aussi très important qui rentre pleinement dans le développement croisé de tous les transports en commun. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce dossier d'extension de la ligne 1 jusqu'à la gare TGV? Pas d'opposition, pas d'abstention, adopté à l'unanimité. Dossier numéro 55. 54, pardon. 54, c'est le crack de la ligne 2. Ben, la ligne 2, elle n'a pas tout rebougé. Elle va bouger bientôt quand on arrivera à régler, mais je pense que ça approche de plus en plus l'affaire Peugeot. Et l'avancement de l'opération à ce jour permet de confirmer que le bilan financier prévisionnel de l'opération en mandat respecte l'enveloppe financière. Je mets le rapport au voie, pas d'opposition, pas d'abstention, adopté. Dossier 55, c'est le crack également. Le crack de la ligne 3 et 4, effectivement, l'événement majeur, je ne vais pas y revenir, c'est en 2012, c'est l'inauguration. À ce jour, le coût prévisionnel était 450 000 € hors taxe.
Nous en sommes aujourd'hui, en France, c'est 469 et on est à peine à 374. Donc il reste un certain nombre de travaux à effectuer et on respecte complètement le coût prévisionnel. On votera ensemble les cracks. On passe au dossier 56, c'est la 5e ligne. Oui, alors là c'est le début, hein. C'était la fin, l'autre c'est le milieu, là c'est le début. Pratiquement, aujourd'hui, on a dépensé 3 533 000 euros, plus 1 200 000 euros de rémunération du mandataire. Je mets les deux rapports aux voix, pas d'opposition, pas d'abstention, adopté. Dossier 57, sur la 3e ligne, une extension ouest, et la ligne 4, c'est un avenant au marché de fourniture du matériel roulant. C'est un marché important, effectivement, et je vous adresse les remerciements de TAM, Monsieur le Président, et aussi Monsieur le Directeur Général, parce que pour faire fonctionner notre réseau, vous savez qu'on a un certain nombre de rames et on était quand même très tendu parce que maintenant il faut commencer à imaginer à rénover un petit peu les rames de la ligne 1 qui sont en service depuis juillet 2000 et donc vous avez accepté de commander 4 rames supplémentaires sur le marché de la ligne 3. Après, il y a quelques évolutions techniques, mais c'est mineur. Le gros morceau, c'était les 4 rames, c'est 11 740 860 euros. Je mets le rapport aux voix, pas d'opposition, pas d'abstention, adopté. On est sur le dossier 58. Alors le dossier 58, c'est la fin, effectivement, de la ligne 3. À la fin d'une ligne, il y a des réclamations. Là, l'entreprise Valérian Spi-Batignolles, le fonds mandataire Valérien de Sorgue, nous ont demandé de réclamation de montant de 13 292 669,44 euros, c'est pas rien. Ils sollicitaient réparation. Les équipes de TAM se sont rapprochées de lui. Il y a eu des discussions en examinant les parties infrastructures, les réseaux humides, les pierres. Et finalement, on s'est mis d'accord sur un montant de 2 945 586 euros, exonéré de TVA, et la commission d'appel d'offres a donné un avis favorable, bien évidemment. Ça toute nouvelle réclamation, et comme vous l'avez vu tout à l'heure, ça reste inférieur au coût de la ligne 3. Très bonne transaction, très bonne transaction. Je mets cette délibération aux voix, pas d'opposition, pas d'abstention, adopté. Ensuite, 59, là, on va faire voter les protocoles avec les communes de Lavérune, Saint-Jean. Oui, c'est des protocoles traditionnels, les communes sur lesquelles c'est pour autoriser l'implantation, autoriser les travaux, affermir la maîtrise de Mitsurai et définir le principe de restitution des sols. C'est traditionnel depuis qu'on fait des tramways. On met le rapport là aussi aux voix, tout le monde est d'accord, c'est adopté à l'unanimité. 60, marché important. Ah, c'est un marché important, effectivement, dans le contrat de délégation de service public, surtout que vous avez monté à plusieurs reprises, Monsieur le Président, votre intérêt à pour développer le réseau bus, pour compléter notamment le réseau tram dans les quartiers qui sont moins bien desservis. Et là-dessus, on était un peu limite. Il est prévu qu'on lance un marché, une procédure négociée et mise en concurrence pour l'attribution d'autobus standards. C'est un minimum de 18 bus et un maximum de 46 bus, avec un montant du marché évalué entre 5 millions d'euros et 12 880 000 euros octa. Ce sont des bulles, je vous rappelle, qui fonctionnent au gaz naturel, non polluant. Je mets cette proposition du rapporteur aux voix, pas d'opposition, pas d'abstention, adopté. Ça marche les délégations des services publics, vous voyez, c'est efficace. Hein. Ça marche bon, très bien. Oui, Monsieur Titsonis. Oui, non, une remarque, pas sur le fond de l'affaire, mais sur la forme. Par rapport au bus, mais aussi par rapport au tramway, je pense qu'il serait intéressant, effectivement, pour juger et jauger de la pertinence et de la vertu de ces modes de transport. Et comme on va bientôt aussi adopter le plan climat-énergie territorial, d'essayer à chaque fois de quantifier en termes d'économie d'énergie gagnée, d'émissions de CO2 en moins, d'arriver à quantifier pour qu'on s'aperçoive, et que ça ait aussi un rôle pédagogique, de montrer à quel point tout ce qu'on fait là a vraiment un impact sur notre territoire en termes de réduction. Et on pourra vous le communiquer. On l'a donné. Et ça permettra aussi, voilà, de montrer. On l'a tout ça, y compris la qualité de l'air. On a compris la qualité de l'air sur les lignes de tramway, bien sûr qu'on les mesure. Mais là, quand on a fait le choix, on avait le choix entre l'aquazole, le GNV ou rester au fioul.
On sait exactement ce que ça apporte, et c'est pour ça qu'on a effectivement pris le GNV. Mais c'est bien de le dire et de le faire savoir. On le fera savoir. Allez. Christophe Morales, attendez. Réponse très rapide pour donner une entière satisfaction à M. Tissonis. Dans le cadre de la préparation de l'Energy City, on est en train de travailler avec les services en ce moment pour vous faire cette proposition-là. On aura des indicateurs de suivi qui se baseront justement, entre autres, sur les émissions économisées grâce au tramway et à d'autres modes. Donc ça, c'est prévu. Ceci dit, si on peut économiser quelques émissions de gaz le matin à des carrefours bouchés, ça sera pas mal aussi, quoi, parce qu'il y en a quelques-uns qui sont assez spectaculaires. Un petit sifflet avec une bille en osier, ça permet de dégager des carrefours. Ça coûte pas cher. Surtout quand ça passe pas d'un côté ou de l'autre, quoi. Quand vous restez avec des voitures qui sont d'un côté, de l'autre, serrées les unes contre les autres, et que pendant 30 secondes de nuit, il ne passe rien, il y a des efforts à faire. L'affaire 56, convention de mandat, temps pour l'étude et la réalisation. Crac. 56, non, 61, M. Martin. Ah, pardon. 61. Ça va, vous suivez. Alors, on fait voter la 60. Qui est pour? Non, je l'ai fait voter, la 60. Non? Alors, on l'a fait voter. Pas d'opposition, pas d'abstention, adopté. 61. On a terminé pour les transports. Merci. Après, oui, après, oui. On va passer maintenant au logement, à l'habitat. Alors, Hervé Martin, le PLH dont on a déjà causé. On y va. Le deuxième arrêt donc, de notre projet de PLH, après avis des communes, puisque la consultation des conseils municipaux s'est tenue depuis le 24 mai, qui était la date du vote de notre PLH. Vu l'heure, je vais peut-être vous synthétiser, vous résumer la synthèse que j'avais prévue. Donc savoir que les délibérations qui ont été prises par les conseils municipaux nous ont permis de comptabiliser 25 avis favorables, dont 5 tacites, qui s'accompagne pour la majorité des communes d'une volonté exprimée nettement de mobiliser aux côtés de l'agglomération les moyens d'action nécessaires pour atteindre les objectifs. Également 6 avis défavorables, Latte, Saint-Georges-d'Orques, Saint-Jean-de-Védas, Sainte-Rézérie, Murviel et Montpellier et Prades-le-Lez. Là, pour synthétiser, je dirais que ces communes, la plupart de ces communes partagent la volonté de rattraper le retard en logements sociaux, mais invoque une certaine incapacité à absorber le rythme de production globale de logements. Quelques interrogations également sur les PSLA, sur l'accession à la propriété. Alors, je rappelle rapidement les deux objectifs principaux de notre PLH. Tout d'abord, le rééquilibrage sur l'ensemble du territoire, en particulier entre la ville-centre et les 30 autres communes. Et bien entendu, le développement du parc social, eu égard tout d'abord aux besoins de la population. Je rappelle que nous en sommes maintenant à quasiment 20 000 demandes de logements sociaux en attente. C'est-à-dire qu'en gros, chaque année, il y a 2 000 demandes supplémentaires. L'effet de la crise se fait très durement sentir. Mais également développement du parc social, eu égard aux obligations légales. Et ainsi, notre PLH reprend les objectifs triennaux définis par la loi Duflot pour les années 2014-2016 et 2017-2019. Concernant certaines inquiétudes sur le dispositif d'accompagnement au portage financier des projets de logement en dehors des sites stratégiques, je rappelle que le PLH invite les communes à développer les conventions de réserve foncière avec l'établissement public foncier régional. Et concernant le soutien au PSLA, je rappelle tout d'abord la baisse de la TVA qui passe de 20% à 5%, ce qui va donc laisser une marge importante pour diminuer le coût de l'accession à la propriété. D'ailleurs, baisse à 5% comme pour le logement locatif social. Et je rappelle également la préparation actuelle de la charte d'application avec les professionnels du secteur, notamment avec un référentiel de prix foncier. Donc j'en viens rapidement aux deux modifications essentielles qui sont apportées à notre PLH à la demande de deux communes. Tout d'abord, à la demande du conseil municipal de Grabel qui souhaite que le gisement mobilisable situé dans le quartier Croix de Guillery-Perdreau soit retiré de la carte localisant les opérations de logement programmées pour la période 2013-2018. Deuxième modification à la demande du conseil municipal de Prades-le-Lez, qui souhaite qu'une opération de résidence senior dont la capacité de production de logements reste à définir soit ajoutée à la liste des projets de la commune. Ensuite, il y a 4 correctifs, je dirais,
mais qui là sont indépendants des communes. Ce sont des détails que je vous laisse découvrir dans l'affaire. Pour ne pas rallonger, je ne vous les détaille pas, ce sont vraiment des détails. Juste, je précise que les modifications que je viens de citer ne changent en rien ni l'économie générale du projet, ni bien sûr les perspectives d'atteinte des objectifs de production qui sont inscrits dans notre PLH. Merci pour cette présentation synthétique. Est-ce qu'il y a des remarques? S'il n'y a pas de remarques, je mets le rapport aux voix pour ce PLH 2013-2018. Pas d'opposition? Pas d'abstention? 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9. Il n'y en a plus? 9. Abstention. On passe maintenant au dossier 62. C'est garantie d'emprunt. Garantie d'emprunt. Alors, là, il est proposé d'inscrire les critères et les conditions de garantie des emprunts par la communauté d'agglomération. Dans un règlement intérieur, il y a eu à un moment donné un certain flou parce que le Conseil général prévoyait de changer les règles. Je vais faire très vite parce que par rapport au fonctionnement que nous avions auparavant, il n'y a pas de réel changement. En ce qui concerne le logement locatif social familial, lorsqu'il s'agira d'opérations réalisées par ACM, l'agglomération garantira les emprunts à 100%. Quand c'est Héro Habitat qui fera ces opérations, nous garantirons 25% et le conseiller général 75%. Et pour les autres opérateurs, c'est l'inverse. Nous garantirons 75% et le conseiller général 25%. En ce qui concerne le PSLA, pour tous les opérateurs hors Héro Habitat, notre agglomération garantit à 100%. Et quand c'est Héro Habitat, nous garantissons à 25%. Et le département, pardon, à 75%. Pour le logement locatif étudiant, c'est les mêmes règles que pour les logements familiaux. Pour l'hébergement et le logement d'insertion, c'est la même chose. Pour les EHPAD, pour tous les opérateurs, c'est 25%. Et donc le département 75%. Et pour les logements foyers pour personnes handicapées, pour tous les opérateurs, c'est 75 ou 50% en fonction du type d'opération. Voilà, de façon synthétique, ça permet juste que les règles soient précises et connues de tous, communes, opérateurs, etc. S'il n'y a pas de remarques, je vous propose de voter favorablement pour ce dossier. Pas d'opposition, pas d'abstention. Accepté. On est ensuite sur le dossier 63. Voilà, construction d'environ, oui, c'est la garantie pour l'ensemble de l'emprunt sur les 970 logements au profit d'ACM. Voilà, là c'est une garantie globale pour ce que réalisera ACM qui va réaliser, je dirais, une globalisation de ces financements avec la Caisse des dépôts et consignations. Et donc nous proposons de garantir, là aussi de globaliser finalement nos garanties qui concerneront 22 opérations prévues du 1er août 2013 au 31 janvier 2015. Bien entendu, en fonction de l'évolution, ça pourrait être réajusté. Et donc, ça porte une garantie de 98 649 898 € pour quelque chose comme 900 logements concernés. J'ai quand même demandé au service qu'on puisse avoir, je dirais, tous les 6 mois en conseil d'agglomération, un bilan de ces garanties que nous n'aurons plus à passer au coup par coup en ce qui concerne donc les garanties concernant ACM. Très bien. Pas d'opposition, pas d'abstention, adopté. Ensuite, on attaque les garanties et les subventions pour différentes opérations. Alors, voilà, alors pour le 64, jardin suspendu. Voilà, pour le nouveau logis méridional, une VFA de 14 logements sociaux à Latte, 10+, et 4 PLAI, ça représente 890 000 €. Je le mets aux voix, pas d'opposition, pas d'abstention, adopté. Pour ACM à Saint-Brès, 50 logements sociaux, 38+, 12 PLAI, un montant, une subvention de 500 000 €. Alors là, ne vote pas Tatiana Caposi-Bolan, Fourteau, Passé, Pastor, Le Pouget, Subra, Bouillet. Je mets le rapport aux voix, pas d'opposition, pas d'abstention, adopté. 66, rénové pour un habitat durable et solidaire. Voilà, 11 logements pour un montant de subvention de 33 633 €. Pas d'opposition, pas d'abstention, adopté.
67, une OPH Cévennes. Là, ce sont 5 logements pour un montant de 3 263 €. Pas d'opposition, pas d'abstention, adopté. 68. 7 logements pour un montant de 31 616 €. 69. Là, c'est une modification sur un logement. On peut monter la subvention à 6 000 € alors que nous l'avions prévu. 70. On votera tout ensemble là ou... Oui, on votera les ok. trois ensemble. Pardon, tout d'un coup, je réalise. Ah, je vais tester pour... Et donc là, la réhabilitation de 2 logements occupés par des propriétaires et 2 qui sont loués, donc il y aura un loyer intermédiaire conventionné, 5 333 €. Voilà, pour ces 3 dossiers, je sollicite un vote favorable. S'il n'y a pas d'opposition et d'abstention, c'est le cas. Merci, Hervé. Le Président, juste, le groupe communiste nous tarde la fin de la séance pour aller déguster un bon verre de vin rouge avec notre ami Louis en toute amitié. Ah, c'est bien. C'est très bien. Comme quoi, les troisièmes habitants sont toujours l'apanage des gens de qualité au niveau du rugby. Alors, 71, on passe à l'innovation. Et le camarade suivra. Michel. Oui, Monsieur le Président. Hackathon. Monsieur le Président, hackathon, joli néologisme venu de hacker et de marathon qui représente en fait un concours que nous mettons en place pour la première fois en France pour soumettre nos données ouvertes à des gens qui vont produire des petites applications pour le bien de nos concitoyens. C'est une innovation. C'est une innovation, voilà. C'est une première. Alors, je la mets aux voix. Hackathon oui, hackathon non. Hackathon oui. Favorable, à l'unanimité. Merci. On passe au sport. La piscine de Latte. Non, Monsieur le Président, d'abord, il s'agit d'attribuer une modeste subvention à l'Académie de boxe française pour l'organisation d'un tournoi à Clapier, 800 €. C'est l'affaire numéro 72. Oui, j'avais sauté une page. On passe on votera après. 73, sport, les piscines Jean Tarès, programme de réhabilitation. La politique est la nôtre en matière de piscine, c'est construction et réhabilitation. En l'espèce, il s'agit de réhabiliter cette piscine. Donc, on vous demande de voter le coût nécessaire à la réhabilitation de cet établissement. Je mets les 2 dossiers aux voix, le 72 et 73. Adopté à l'unanimité. 74, stade de la Mosson, compte rendu annuel à la collectivité. C'est un crack, tout va bien. Ça avance. Le crack, on va voir si on le fera, le crack contre Paris Saint-Germain le 8 ou le 9. Non, le 8 août, Monsieur le Président. 8 août. Hein. Ouais. 1-0. 8 ou 9. Je mets le rapport aux voix concernant le crack. Pas d'opposition, pas d'abstention, adopté. C'est moins bavard maintenant. Hein. Ensuite, on passe au dossier 75, les Néréides, voilà. Top sec. Il s'agit, Monsieur le Président, de passer une convention d'occupation avec la société Topsec qui vend dans certaines piscines de l'agglomération des équipements de nature à permettre d'évoluer dans les piscines. Donc ça se passe très bien avec cette société. Donc Alors on va continuer. Pas d'opposition, pas d'abstention, adopté. Merci pour le sport. On passe au personnel. Modification du tableau des effectifs. Qui remplace Bonal? Monsieur Barandon, c'est à vous. Alors, cette affaire concerne la transformation de postes au tableau des effectifs. Il convient de procéder à des ajustements de postes au moyen de création et de suppression. Et elle concerne aussi la confirmation de postes relevant du cadre d'emploi des attachés territoriaux pour exercer des fonctions de contrôleur de gestion externe. Je mets le rapport aux voix. Pas d'opposition, pas d'abstention, adopté. Dossier 77. En septembre 2006, nous avons défini les principes et modalités d'application du régime indemnitaire. En septembre 2010, nous avons instauré une prime spécifique pour contrainte horaire du dimanche aux agents non titulaires travaillant au sein du réseau des médiathèques et appartenant au seul cadre d'emploi d'animateur territorial. Il est proposé d'élargir le dispositif de cette prime aux autres agents non titulaires de l'ensemble des services de la communauté et recrutés pour un besoin non permanent et rémunéré sur état d'heure. Je mets le rapport aux voix. Pas d'opposition, pas d'abstention, adopté à l'unanimité. 78, 79,
80, c'est les dossiers concernant archives, moyens, assurances, affaires juridiques. Pierre Morel. On votera tout ensemble. Il s'agit de la location d'une salle Peloutier, Fernand-Peloutier, dans le pavillon Jumelon, qui peut être donc louée à tout le monde, moyennant un tarif de la journée de 1 270 € avec 10% de réduction pour les titulaires de passe agglo. Dossier 79, les archivistes. Alors, c'est donc l'adhésion de la communauté à l'association des archivistes français, moyennant une cotisation de 95 €. Et pour l'informatique, il s'agit de désigner un représentant au sein de... Alors, 80, c'est l'adhésion, enfin le renouvellement de l'adhésion à 2 associations qui s'intéressent, l'une, la Dulac, au logiciel libre, et l'autre, la CUSMA. C'est un club d'utilisateurs des logiciels Cédit Marianne. La première pour 4 000 € et la deuxième pour 200 €. Je mets ces 3 dossiers aux voix. Pas d'opposition, pas d'abstention, adopté. Et pour la 80, je vous propose également la candidature de M. Pierre Morel pour représenter l'AGLO au sein des 2 associations. Alors on passe au dossier hors commission, il va y avoir beaucoup de craques. Là on démarre avec le LRAD, Gilbert Pastor. LRAD, c'est une SPL créée entre la région et la communauté d'agglomération, dont est actionnaire à 33%. Elle comprend 4 personnes. Et l'année dernière, ils ont mené pour nous une mission d'accompagnement pour la définition d'une stratégie de mise en place de l'open data. Ensuite, phase 1 et 2, ils ont fait une mission d'étude pour le positionnement d'un pôle d'affaires à destination du tertiaire supérieur à proximité de la cage Nouvelle-Gare TGV. Et ensuite, sur l'opportunité d'un hôtel d'entreprise TIC. Je mets ce rapport aux voix, pas d'opposition, pas d'abstention, adopté. 82. TAM. Robert Subra. Oui, ça marche. C'est le directeur général qui n'a pas envie que je parle. Je dis que du bien aujourd'hui, je dis que de bonnes choses, surtout à la fin. Bon, tout le monde connaît TAM, il y a plusieurs activités quand même. Il y a l'activité transport, bien connue. Il y a une activité mandat, assistance, maîtrise d'ouvrage, ceux qui construisent notamment les lignes. Et puis une activité stationnement, parking, gestion des eurodateurs, en liaison notamment avec la ville de Montpellier, puis quelques autres. Alors, toutes les activités confondues, le total des produits d'exploitation s'établit à 93,85 millions €. Il est composé, bien sûr, à 90% des produits de l'activité transport. Les charges d'exploitation sont 96,47 millions. Le résultat net de l'exercice 2012 s'affiche en bénéfice à hauteur de 33 kg €. Je mets ces résultats en voix, pas d'opposition, pas d'abstention, adopté à l'unanimité. Dossier 83, Madame Deloncle, Somimon. Au niveau de la Somimom pour l'année 2012, il faut noter que la Somimom a été lauréate du trophée des établissements publics locaux. Sinon, sur l'ensemble des filières, donc une augmentation d'activité et des éléments financiers qui s'équilibrent. Pas d'opposition, pas d'abstention, adopté. Dossier 84, Enjoy. Oui, donc sur Enjoy, dans les faits nouveaux, l'arrivée d'un nouveau directeur, un effectif de 131 salariés, un chiffre d'affaires de 25 178 kg € et pour les 4 sites de l'exploitation, un total de 459 manifestations. Je mets ce rapport aux voix. Pas d'opposition, pas d'abstention, adopté. Merci, Madame Deloncle. On passe à la Société publique locale d'aménagement de l'étang de l'Or. Monsieur Valette. Oui, Monsieur le Président, dont l'Or Aménagement est une SPLA. L'AGLO est actionnaire à hauteur de 3,57%. Le résultat de l'exercice est de 34 656 €. Le montant du capital social de la société, 320 143 €. Je le mets aux voix. Pas d'opposition, pas d'abstention, adopté à l'unanimité. Monsieur Pouget, BRL. Alors, il s'agit du rapport pour 2012 où il y a une augmentation du bénéfice. Il faut souligner que ce bénéfice était de 1,2 million en 2011. Il passe à 3,2 millions en 2012. C'est pour approuver le rapport.
Je vous propose de suivre le rapporteur. S'il n'y a pas d'opposition ou de bras levés, c'est adopté à l'unanimité. On passe ensuite, on revient à M. Pastor, c'est la Société Anonyme de la CERM. À la CERM, nous avons 27,61% des actions. Au 31 décembre 2012, l'effectif de la société est de 120 personnes. En 2012, les dépenses sont élevées d'investissement à 108 600 000, en augmentation par rapport à celle de 2011. Ces dépenses sont à 88% pour dans des concessions d'aménagement, le reste pour des mandats d'études, d'acquisition foncière ou de réalisation. Les cessions représentaient 1110 logements, une superficie correspondant à 5 hectares de terrain et 23 527 m² de bureaux et services et presque 4 hectares d'équipements publics. Le bilan, c'est que le chiffre total, le chiffre d'affaires pour 2012 atteint 103 733 834 €, en augmentation par rapport à celui de 2011, et le résultat opérationnel brut est de 2 366 000 €. Très bien pour la CERM. Je mets le rapport aux voix, pas d'opposition, pas d'abstention, adopté à l'unanimité. Ensuite, on est toujours pour la CERM, c'est le rapport spécial. Oui, mais là, je vous demande d'adopter le rapport. C'est les terrains qui ont fait des procédures judiciaires. Je le mets aux voix, pas d'opposition, pas d'abstention, adopté. Ensuite, on est à la SAM. Bon, la SAM, on est sur un chiffre d'affaires total qui a atteint 4 612 €, contre 251 en 2011, donc une forte progression. La production totale se monte à 14 405 kg. Elle est portée par les acquisitions réalisées sur les concessions Route de la Mer et EAI. Le résultat paraît toutefois déficitaire à hauteur de 71 KE, mais la situation nette, parfaitement saine à la clôture d'exercice, s'élève à 1285 kg. La société a eu recours à l'emprunt pour un montant de 18 millions d'euros nécessaires au financement des concessions. Je mets le rapport aux voix, pas d'opposition, pas d'abstention, adopté. Toujours la SAM, et c'est les prérogatives, les conditions d'exercice et prérogatives de puissance publique. Vous avez les éléments dans le rapport là également. Je le mets aux voix, pas d'opposition, pas d'abstention, adopté. Ensuite, on est au Conseil de développement. Là, il s'agit de prendre en charge les frais de transport, d'hébergement, de restauration de tiers extérieurs qui seraient invités à participer aux travaux du Conseil de développement. Ces coûts s'inscrivent dans des plafonds déjà définis, soit 10 000 € au titre de l'année 2013 et 5 000 € au titre de l'année 2014. Je mets ce rapport aux voix. Pas d'opposition, pas d'abstention, adopté. Et enfin, il s'agit de la commission départementale pour la promotion de l'égalité des chances et de la citoyenneté, COPEC. Il s'agit de désigner 2 représentants. Je vous propose Mme Bigas en qualité de représentante titulaire et Mme Claverie en qualité de représentante suppléante. S'il n'y a pas d'opposition, je considère que ce rapport est entériné. Ensuite, on retrouve le dossier 93. C'est le VES Montpellier, Parc 2000. Madame Deloncle. Oui, effectivement, on peut prendre 93 et 94, puisque 93, c'est Parc 2000 et sa première extension, ainsi que le VEAS. Et pour le 94, c'est Parc 2000, deuxième extension. Donc on peut remarquer au niveau de l'emploi que l'ensemble représentera à terme un total de près de 34 000 emplois qui se répartiront sur Parc 2000, qui représente 7 hectares. Il y aura 1200 emplois, dont 70 pour le VEAS. La première extension de 10 hectares représentera 1200 emplois et la seconde extension de 5 hectares représentera 1000 emplois permanents qui sont projetés. Alors pour le dossier 94, je ne vote pas Madame Danan, votre serviteur, Gély, Pastor, Bonal, Dufour, Florence, Passé, Lévita et Jacques Martin. Je mets ce rapport aux voix, enfin ces 2 rapports aux voix, pas d'opposition, pas d'abstention, adopté. Dossier 95, c'est le VES Hannibal. Oui, alors le VEAS Hannibal accueille actuellement 10 entreprises qui représentent plus de 70 emplois. Il est à noter que le taux de remplissage atteint maintenant 70% et devrait atteindre un taux de 90% d'ici la fin de l'année. Je vous propose de suivre le rapporteur sur ces précisions. Pas d'opposition, pas d'abstention, adopté. Ensuite, c'est la synthèse des CRAC de M. Pastor pour les affaires 96 à 107 et 109. Oui, je vais pas faire de la 96 à 107 et 109. Vous avez tout le détail. Simplement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on gère 18 parcs d'activité sur 900 hectares qui représentent avec 2000 entreprises et 26 000 emplois. Bon, cette année, on a investi 2,4 millions sur les parcs d'activité, 1,2 million à Descartes, 1,2 million à Gare au Sud, 5 millions pour la route de la mer et 0,485 pour le pôle d'échange multimodal de Bayargues. On a fini de payer le MIBI qui avait été construit par la SEM, on l'a fini de racheter. Ce qu'on peut constater cette année, c'est qu'on a en fait
une chute dans les transactions de l'immobilier d'entreprise, assez importante, qu'on a un maintien des projets traités. On traite, je vous rappelle, 700 projets en gros par an qu'on a dans le portefeuille. Et on a un léger recul de taux de réalisation qui est souvent lié aux difficultés qu'ont les entreprises pour avoir des prêts bancaires. Voilà. Par contre, le rythme de commercialisation des parcs d'activité s'est maintenu. On est à 14 hectares, 7,6 qui ont été vendus et 7 qui sont sous compromis de vente. On a aussi un excellent taux de remplissage de l'immobilier communautaire. On est à 71% de remplissage de notre immobilier. Voilà. Mais voilà des bonnes informations dans un contexte qui n'est pas facile, mais qui montre qu'on arrive à faire face quand même à ces situations. Tout à fait. Je mets l'ensemble de ces rapports aux voix jusqu'au dossier 107. Pas d'opposition, pas d'abstention, adopté à l'unanimité. Merci, M. Pastor. On vous retrouve avec le dossier de Charles Martel, 108. Attendez. 108. Ouais, mais il faut vous attaquez Villeneuve-Maguelone. Charles Martel. Oui, là, c'est pour lancer l'étude d'impact. Alors, c'est bon 108. C'est les modalités, c'est pour lancer le projet, le projet, donc les modalités de mise à disposition du projet soumis à étude d'impact. Alors, je vais vous encourager pour qu'on lance le dossier. Voilà, pas tout à fait. d'opposition, pas d'abstention, il est parti, adopté. 109, ZAC, Euromédecine et ensemble immobilier Gamma, Delta, Cap Sigma. Ça a été dit en même temps que dans les CRAC. CRAC, ça a été voté. C'est les immobiliers. Alors, on passe au dossier 110. Oui. Alors là, c'est uniquement l'Observatoire du foncier que l'on partage avec un certain nombre de promoteurs. Il y a un nouveau qui est venu cette année, c'est Gemofis. Donc, on maintient notre participation et eux vont payer 1 000 €. On le fait rentrer dans le dispositif. On le fait rentrer dans le dispositif. On le vote à l'unanimité. Dossier maintenant concernant les flux touristiques. La contribution 2013 à hauteur de 550 000 €. Oui, alors là, c'est un dossier qui est assez important. C'est l'aide que l'on apporte au niveau de l'association des flux touristiques de l'aéroport. Je vous rappelle que ce financement est quadriparti. Un quart la région, un quart le département, un quart la communauté d'agglomération et l'autre quart qui est partagé entre la Chambre de commerce, la ville de Montpellier et la communauté du Pays de l'Or. Donc, nous maintenons notre participation à 550 000 €. Il y a eu une demande d'augmentation de la participation, laquelle demande, nous l'avons refusée, parce que nous souhaitons que le Pays de l'Or, qui n'a qu'une participation que de 130 000 €, je crois, augmente la sienne. Car, ce qu'il faut savoir, c'est que ces flux touristiques génèrent des recettes et qu'une étude effectuée par la région a montré que la communauté, l'impact de ces flux touristiques sur le périmètre de la communauté d'agglomération de Montpellier était de 121 millions d'euros, et que celui sur le périmètre des Temps de l'Or était de 126 millions annuels, c'est-à-dire plus que nous. Alors, moi, il y a un principe qui est sacré, c'est qu'on paye au prorata de ce que l'on gagne. En plus, quand on distribue les dividendes, ils en ont 2 fois plus que nous. Alors, c'est pour ça que je vous propose de maintenir et de plafonner notre participation à 5,5 millions, surtout que si on y rajoute celle de la ville de Montpellier, à celle de l'agglo, qui fait partie de l'agglo, à ce moment-là, on est au-delà du quart. Donc, nous réexaminerons notre position, si c'est nécessaire, le jour où la communauté des Pays de l'Or assumera réellement ses responsabilités. Parce qu'en plus, j'ai oublié de dire une chose, c'est eux qui perçoivent les taxes à l'aéroport. Donc, ils sont largement bénéficiaires. Alors, je veux bien qu'on paye, mais... Ça, c'est des prolongements de certaines... Voilà. Je ne terminerai pas par une citation bien connue, mais je ne voudrais pas payer la chambre. Je mets le rapport aux voix. Pas d'opposition. Je vous attendais, là. Je dis, l'escadrille est sortie. J'attendais, c'est logique, c'est logique. Mais vous êtes revenu sur le tarmac. Alors, 3 abstentions. 4, oui. 4, 5. 3 contre. Contre. D'accord. 3 contre. Pas d'abstention. Allez, on décolle. 112. Montpellier In-Game. Validation de la grille tarifaire de commercialisation des conventions type. Oui, ben là, c'est uniquement, on n'augmente pas par rapport à l'année dernière. Et ça aura lieu le 21 et 22 novembre. Pour les MIG. On le met aux voix, c'est adopté à l'unanimité. On reste sur l'économie avec le partenariat avec Invest Sud de France. C'est à toi. 20 000 €. C'est à toi. C'est toi qui le présente. Ah, c'est moi qui le présente. Oui. Bon, ben, là, on est dans le cadre de la coopération étroite qu'on mène avec l'Agence régionale de développement. Au titre de la convention, une participation annuelle de 20 000 € sera versée par la communauté d'agglo.
Et on doit désigner également un représentant au siège du conseil d'administration. Je me propose, vous proposez, M. Gilbert Pastor. Je mets le rapport aux voix, pas d'opposition, pas d'abstention, adopté. Toujours l'économie, on est sur le soutien aux manifestations. Oui, ben alors là, je ne vais pas vous les détailler parce que comme tous vous les avez largement retenus, on ne fera pas d'interrogation écrite et je vous propose d'adopter le rapport dans son intégralité. Je le mets aux voix, pas d'opposition, pas d'abstention, adopté. Ensuite, on est sur la mise en place de la plateforme de promotion des vins à Chengdu, 120 000 € de subvention pour le PIC. Yvon Pelé. Je préférerais que ce soit Yvon qui la présente. C'est à vous. C'est bon, ouais. Oui, le Conseil de communauté avait donc, dans sa délibération du 17 janvier 2013, adopté le principe d'une participation financière de 289 000 € avec la structure PIC. On a versé une première subvention de 125 000 €. Au bout de 6 mois de déroulement de l'opération 20, donc il s'avère que les chiffres sont respectés. Donc aujourd'hui, ce que l'on propose, ce que l'on peut dire, c'est que l'opération 20 tourne autour de 350 000 € de recettes pour les viticulteurs de l'agglomération. Donc on propose de voter la seconde partie de la subvention, c'est-à-dire 120 000 € à la structure EPIC pour terminer donc sur l'année 2013. C'est une affaire qui marche. Je le mets aux voix, pas d'opposition, pas d'abstention, adopté. Toujours l'économie agricole, on est sur la préfiguration, sur la gestion d'espaces naturels agricoles. Ça fait suite la visite au domaine de Viviers l'autre jour. De Viviers que l'on a fait lundi. Donc là, c'est pour répondre à un appel à projet lancé par la région Languedoc-Roussillon sur la stratégie locale de développement. La communauté d'agglomération en partenariat étroit avec la Chambre d'agriculture et 5 communes pilotes, donc Grabel, Lavérune, Prades, Clapier et Montferrier, présente un projet intitulé « Études de préfiguration pour la gestion des espaces naturels et agricoles de la communauté d'agglomération ». Donc c'est un appel à subvention auprès du FEADER, donc le Fonds européen agricole pour le développement rural. Alors on vise le FEADER, pas d'opposition, pas d'abstention, adopté. Merci pour ces dossiers. Alors, il nous attendait depuis un moment, calme, serein. Christian Valette, il y a toute une série là, de dossiers sur l'environnement. On démarre par la dissolution du CIVOM entre Vennes et Bosson. Oui, du fait de la dissolution de ce CIVOM entre Vennes et Bosson, le site des Molières qui se trouve sur Pignan est transféré à l'agglomération de Montpellier. C'est un site qui a été fermé en 1999 et réhabilité en 2011. Et bien évidemment, le passif aussi est transféré, il s'élève à 99 056,48 €. Je mets le rapport aux voix, pas d'opposition, pas d'abstention, adopté. Ensuite, redevance spéciale. Oui, seul augmente les déchets non recyclables. Je vous propose de suivre le rapporteur, ce qui est le cas. Ensuite, on est à la convention avec l'OPACM. Oui, on avait une convention qui arrive à terme le 31 août 2013. C'est pour une amélioration du tri sélectif et de la prise en compte de l'amélioration des déchets dans l'habitat collectif. Donc, nous re-signons une convention avec la communauté d'agglomération de Montpellier et ACM à hauteur de 25 000 €. Nous allons financer un poste de messager du tri. Alors, ne vote pas sur ce dossier. Madame Tatiana Coaposi-Voilà, Madame Fourteau, Messieurs Passé, Pastor, Pouget, Subra et Bouillet. Je mets le rapport aux voix. Pas d'opposition, pas d'abstention. Adopté. Dossier concernant l'avenant numéro 4 au marché d'exploitation. Oui, nous n'avons pas utilisé tout le potentiel d'enfouissement dans le casier numéro 1. Ce déficit de 33 400 tonnes, il nous faut donc, vu les dernières données topographiques, envisager une capacité résiduelle disponible qui est équivalente à 2 mois et demi. Donc nous demandons par cet avenant numéro 4 de prolonger avec la société SMTVD le marché d'exploitation jusqu'au 1er mai 2014. Coût de l'avenant 392 089,73 €. Je mets cette proposition aux voix. Pas d'opposition, pas d'abstention, adopté. 121. Oui, un avenant numéro 2 dans le même ordre d'idée pour les eaux industrielles, avenant permettant à la société Eau Vive Mobipure de traiter les eaux industrielles jusqu'au 1er mai 2014.
coût 20 010 €. Je mets le rapport au voix. Pas d'opposition, pas d'abstention. Adopté. On est sur le casier numéro 2 maintenant. Oui, c'est un appel d'offres pour l'exploitation du casier numéro 2. Il y a 2 lots. Le marché global des 2 lots pour 5 ans, 12 408 000 € hors taxes. Chaque marché serait conclu pour 5 ans. Oui, Madame le maire. Oui, juste dans la continuité du Conseil d'agglo du 23 mai, je voterai contre sur ce point-là. Je vous comprends. Pas d'autres remarques? Je mets le rapport aux voix. Un vote contre. 1, 2, 3. Levez la main. Levez la main. 4. 4 votes contre. Pas d'abstention. Adopté. Le dossier 123. Oui, c'est un CRAC présenté par la CERM. Bilan du CRAC, 113 392 kg TTC. Je vous propose d'entériner ce CRAC. Pas d'opposition, pas d'abstention. Adopté. 124. C'est un CRAC pour le marché complémentaire dû aux travaux effectués après l'incendie. Bilan complémentaire 5 152 000 €. Je le mets aux voix. Pas d'opposition, pas d'abstention. Adopté. On retrouve maintenant Améthyste avec le dossier 126. C'est un avenant à la convention de mandat. 125, non? 125, pardon, oui. 125. Alors, ça permet de prolonger la durée du mandat confié à la CERM jusqu'à l'achèvement complet des délais de garantie fixés au plus tard le 31/12/2015, sans incidence financière. Tout à fait. Ne vote pas, Madame Danan, moi-même, Gély, Pastor, Bonal, Dufour, Florence, Passé, Lévita, Martin. Je le mets aux voix. Pas de remarques. Adopté. 126, toujours Améthyste. Oui, alors vous savez qu'on a arrêté la convention qui nous liait à Nauvergy s'arrêtera du fait de l'avenant numéro 10 qui a été voté lors de la dernière séance d'agglomération. Il nous faut donc refaire un appel d'offres. Plusieurs solutions s'offrent à nous. Je ne voudrais pas le relancer le débat, mais ce sera soit la gestion directe, soit la DSP. Je pense qu'il n'y aura pas de débat, tout le monde a fait maintenant. L'équilibre financier du service dépend directement de la gestion technique. En tout cas, ils ont plus soif. Alors, bien évidemment, je vous proposerai d'opter pour la DSP. Très bien, je pense que je vais vous proposer de suivre le rapporteur. Pas d'opposition, pas d'abstention, adopté à l'unanimité. Gestion des déchets ménagers assimilés, projet de plan départemental. Oui, c'est le plan départemental. Attendez, il reste 2 dossiers là, on va finir en beauté. Dans le calme, allez. Si nous sommes globalement d'accord avec ce plan départemental, nous émettons quand même quelques réserves. Car nous considérons que ce plan manque de souplesse en matière de calendrier et de débouchés de traitement pour favoriser le développement des filières nouvelles, type CSR, combustible solide de récupération. Et il y a une incompréhension qui persiste dans cette séparation entre l'Est et l'Ouest du département. Nous demandons que ces observations soient prises en compte. Merci, M. Valette. Et je vous propose là aussi de donner un avis. Oui, M. Pastor. Monsieur le Président, je voudrais saisir cette occasion. Vous avez, à de très nombreuses reprises, annoncé que dans le cas, je ne sais pas si ça relève du plan départemental, mais dans le cas de Castries, il n'y aurait pas de 3e casier. Je souhaiterais, si c'est possible, que l'on puisse adjoindre à cette délibération le fait qu'il n'y aura pas de 3e casier et que forcément on trouvera un autre espace de solidarité pour traiter nos déchets, puisque nous, quand on sera arrivé à la fin du 2e casier, ça fera pas loin de 17 ou 18 ans que nous l'aurons eu. J'associe à cette demande, bien entendu, j'en ai parlé avec ma collègue de Seine-Rézerie, j'ai pas eu le temps d'en parler avec mon collègue de Montaut, mais je pense que la demande relève de l'ensemble des élus du secteur. Mais je vous confirme ce que j'ai déjà dit.
Il n'y aura pas de troisième casier à Castries. Et d'autant qu'on a des éléments quand même à prendre en compte. Le plan, tel que vous l'avez évoqué au niveau départemental, il est un peu restrictif sur le fait qu'il maintient cette barrière entre l'Est et l'Ouest. Moi, je pense que globalement, elle n'est pas satisfaisante, puisqu'à terme, un gisement de déchets, c'est au niveau au moins départemental, voire parfois, pour certains types de produits et de déchets ciblés, le niveau régional. Bon, il y a également le fait qu'il y a des gisements qui sont susceptibles d'intégrer pour l'agglomération à peu près une filière CSR à hauteur de 40 000 et 60 000 tonnes. C'est important, ça a été dit. Voilà, en gros, donc, dans les temps qui sont devant nous, entre le fait que l'approche des déchets devra concerner l'ensemble du département, il y a quand même une recherche d'un potentiel de traitement de ceux qui, in fine, devraient être traités. Donc, avis aux amateurs, si éventuellement il y en a qui étaient intéressés. Voilà. Je vous remercie de votre réponse. J'en prends acte. Je tiens aussi quand même à signaler que... Mais en règle générale, moi, vous savez, quand j'en suis convaincu, monsieur le Président. Voilà. Parole donnée, actes qui suivent. Il n'y aura pas de troisième casier à Castries. Je tiens quand même à préciser aussi que le fonctionnement, c'est quand même, comme l'avait fait ma collègue l'autre fois, amélioré au cours de ces dernières semaines. J'ai fait voter là Mais il y a une demande de prise de parole, pardon. Oui, Monsieur le Président, je voudrais donner mon avis, puisque en tant que castriote, je soutiens mon maire et j'espère que Gilbert Pastor continuera dans ce sens. Merci. J'ai pas entendu, excusez-moi. En tant que castriote, je soutiens mon maire et j'espère qu'il continuera à défendre les intérêts de la ville comme il le fait. Merci. Je croyais que tu levais la main pour proposer un autre site. Bon, mais je mets ce rapport au voix. Excusez-moi, Monsieur le Président, j'attendais un peu plus du maire de Vendargues, qui habite aussi Castries, mais qui n'est pas venu ce soir, on le sait, il y a la fête à Vendargues, mais je suis sûr qu'il adhère parfaitement à la démarche de Gilbert Pastor. Merci. Il y a la fête à Vendargues. Moi, je sors de la fête, c'était pas mal. Non, mais je suis sûr qu'on va trouver d'autres sites dans l'agglo, il n'y a aucun problème. J'en connais quelques-uns comme ça. Je n'ai pas fait voter la 127. Alors, qui est contre la 127? Qui s'abstient? Tout le monde est pour. 128, c'est le CRAC concernant la réalisation des locaux de la fourrière communautaire. Qui c'est qui le rapporte? Madame Santonja. Bon, eh bien, tout simplement, vous dire que le bilan financier prévisionnel actualisé de l'opération s'établit à 5 880 142 € TTC, que Mme Benezech ne prend pas part au vote. Voilà, on arrive au terme de 128, c'est pas fini. Il y a encore 12 délibérations. Alors la première, ça concerne les décisions qu'on a adoptées depuis le Conseil du 26 juin. On a engagé 3 919 824,23. Et ce soir, nous avons engagé 55 315 064,59. Voilà. Je vous salue pour la qualité de ce débat. Je vous souhaite un bon appétit et de bonnes vacances à ceux qui veulent les prendre. Merci.